Bonjour à tous, vous êtes bien de retour sur SplashPod et après 2 mois de compétition NBA, il était temps de se retrouver en podcast pour évoquer la saison des Golden State Warriors. On s'était quitté lors d'un live Twitch mi-novembre lors du retour de Klay Thompson dans la baie et depuis les choses se sont un peu compliquées. D'Anthony Melton s'est blessé pour la saison, une très mauvaise nouvelle qui de plus s'est enchaînée par une série de 5 défaites consécutives. Steph et Dre ont des légers soucis de santé qui collent à leur âge. Bref, est-ce que le début de saison correspondait à une lune de miel ou pas? C'est ce qu'on va tenter de répondre avec l'effectif du jour. Et on commence par le franchise playa. Ada et des nôtres, comment ça va, le fan des Bulls? Hein? Des Bulls déjà, Les Bulls. des Bulls et Ça va, c'est l'équipe de ça l'Est. va, hein, parce que de toute façon on va récupérer un joueur des Bulls bientôt, mais j'en dis pas plus. Mais Un pivot d'Europe de l'Est qui aime Booba, non, c'est ça? exactement, il y a un mec du 9 de I. Parfait. Ensuite, on a Thomas qui est parmi nous. Ça fait très plaisir de t'avoir une nouvelle fois. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, hein, content d'être parmi vous. Et puis c'est parti pour un nouvel épisode. Nickel. Joe aussi, la première de la saison, je crois, pas loin. Bref, comment va StephCurry.fr? Il va mieux que Steph Curry le vrai en chair et en os parce que moi j'ai deux genoux fonctionnels. Là ça va très bien. Parfait. Et enfin avec nous l'hyperactif du groupe, Martin, aka Warriors RFR, aka Valkyries FR, aka Aider cet homme FR. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, Le comptable. l'actu se remplit, hein, et puis on a la draft d'expansion qui a été faite pour les Valkyries, donc nouvelle franchise encore à suivre dans la baie. Avec 2 Françaises. Et oui, 2 Françaises et même Une une Belge. Belge en plus, donc non, équipe effectif international, mais après on verra par la suite quelles joueuses feront partie de l'équipe au début de la saison. Trop bien. Trop hâte de faire le splash pod spécial Valkyries pendant l'été. À la place des playoffs, ah oh putain. On commence pas. J'ai vu la tête d'Adé, il est pas très Ouais, envie. bon. Hein. On fera peut-être un splash pod des tournois U18, hein, pourquoi pas, hein. Masculin, hein, pourquoi pas, on y est. Si on fait Allez. les On meufs. part pas sur ce terrain. Parce Oui, que... clairement. Maintenant que le roster est connu, on va pouvoir se plonger pleinement dans la saison des Dubs. Splash Pod saison 2, épisode 4. Let's go. One more bucket. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. They felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. 12 victoires pour 3 défaites. Le début de saison des Dubs avait si bien commencé qu'il ressemblait à un mirage. Curry jouait moins de 30 minutes par match, la rotation était illimitée, Buddy Hield tournait à 20 points de moyenne et on n'entendait pas Joe parler de son pronostic tous les 2 jours. Depuis, depuis le parfait complément de Steph dans le backcourt est indisponible pour la saison et l'attaque s'est enrayée. À l'heure où nous tournons cet épisode, soit le lendemain de la victoire contre les Wolves et du Night Night de Draymond Green, les Warriors se positionnent à la 5e place de la conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 9 défaites et sont toujours en course dans la quête de NBA Cup. Alors messieurs, comment on se positionne sur les Dubs? Le début de saison était-il une lune de miel ou alors au contraire révélateur du potentiel de cet effectif? Ou alors est-ce que la vérité n'est pas un peu entre les deux? Belle question. T'as bien travaillé, chef. Merci. Bah je peux commencer? Non, en vrai c'est moi qui commence tout le temps. Ah bah, On commence si, par si, c'est au playa de commencer, vas-y. Allez. Parce qu'après, tu vas nous prendre le crachoir et on va plus pouvoir déballer. Ah bon, allez. Bah en vrai, on peut dire, c'est jamais noir ou blanc. On peut dire qu'on se trouve un peu entre la lune de miel et bon, et la redescente quoi. Là on est, tu vois, il y a déjà eu 2 gosses, c'est le couple pas un peu de l'aile mais ça va. On tient toujours. On se raccroche à ce qu'on peut. C'est-à-dire à ce qu'on peut. C'est Steph qui performe toujours aussi bien. Bon, il score un peu moins, etc. Mais bon, je trouve qu'il est quand même bon cette année. Et par rapport au début de saison, c'est vrai qu'on a des petits trous offensifs dus à nos shoots qui rentrent beaucoup moins. Peut-être qu'on était en surchauffe au début de saison. Parce que Melton, bon, c'est un bon shooter, mais c'est pas non plus ce qui nous faisait que on passait de 30, presque 40%, je crois, 38, et là on est à 32 ou 33 en équipe, je crois, une chose comme ça. Donc c'est pas ouf. Mais pour moi, c'est la grosse différence, c'est notre réussite au shoot qui fait que on gagne moins de matchs. Parce qu'en défense, on est resté toujours aussi solide.
Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Mais que j'ai une stat par rapport à ça. Quand Buddy Hield marque 18 points, 0 défaite. Attends, 18, hein, Non, pas 17. 18 points, 18. 0 défaite. Alors là, Hashtag Ouais. Thomas News. là, tu viens de Non, piquer mais- une stat à Martin, là. Elle m'a fait. Non, mais Ouais, elle m'a il fait fait. kiffer, là. Et en même temps, après, c'est pareil. Hein, c'est assez étonnant. Mais quand Buddy va, tout va. Et quand Buddy est un peu moins bien, eh ben, on a des trous. Alors, bon, il y a un petit parallèle à faire. Après, c'est pareil. Je voyais dans le complément de cette stat-là, quand il marque au moins 3 shoots à 3 points dans le match, on est à 12-3. Bon, c'est des stats. Voilà, Forcément, j'ai envie de dire, parce que ça suit ce que nous a dit Adri, c'est défensivement, on est assez bon depuis le début de saison. Hein. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de matchs où on explose en défense, à part le match des Cavs, mais bon, là, On a c'était- pris la cavalanche. C'était irréel. Ouais, là, là, t'avais du c'était- crédit à donner à l'adversaire aussi. Ouais, Ty Jérôme, il shootait à reculons. Ouais, ça non, il rentrait. y avait tout un contexte Mais, quand même dans ce match-là qui était particulier. Oui, voilà. Donc, si on sort ce match du contexte, au final, en défense, on a jamais pris de grosses tôles. Donc, après, si l'attaque va bien, ça passe par un peu de Buddy Hield. Donc, forcément, l'attaque va mieux, tu gagnes plus de matchs. Donc, c'est lié, en fait. C'est forcément lié. Et bah, sur le dernier match contre les Wolves, ça s'est encore répercuté sur le résultat, hein, avec 27 points. Joe, toi, qu'est-ce que t'en penses Moi, j'ai une... sur Moi, j'ai une stat aussi pour vous. Ah. Là. Ouais, j'ai travaillé aussi. Quand Kyle Anderson joue plus de 15 minutes, on est en 10-2. Quand il est en dessous des 15 minutes, on est en 2-7. Voilà. Le véritable goût de 3-7. 3-7 3-7, ta stat est pas bonne. Bref, t'as compris. Il faut que Kyle Parce Anderson qu'on a joue. gagné hier. Parce que et Kyle il a pas Anderson joué fait 15. tout. Kyle Anderson, c'est tout faire. Bien. Sauf shooter. Bon, à part le shoot dans le corner, quoi, c'est... Non, après, bon, disons qu'en fait, là, sur le déroulé actuel, on se rapproche tout doucement de ce que j'avais prévu. Hein, malheureusement. Bon, bah, vraiment tout Ah doucement. bah, hein, tout parce doucement. Bah, comparé au début de saison, évidemment. Mais non, après, non, c'est juste que je pense que le début de saison, on a nouvel effectif, tout ça. Les gens étaient contents, la hype et tout. Je pense que tout. Et on voyait certains shoots. Buddy Hield, qui, ok, c'est un grand shooter, mais il a quand même rentré des shoots qui étaient quand même 15 compliqués. Et voilà, après, il est revenu tout doucement à son niveau. Hein. Finalement, il a le niveau d'un joueur à 9 millions, hein, avec des up and down. Donc, en soi, c'est pas si choquant. Mais voilà, après, le seul point bénéfique sur tout ce début de saison, malgré la streak de 6 défaites qu'on a eu, c'est que défensivement, on était quand même présent. Le problème, et je pense qu'on l'avait déjà analysé dès le début de saison, c'était offensivement. Parce que défensivement, on a Draymond qui a envie de se bouger en saison régulière. On a Andrew Wiggins qui est vraiment revenu à son meilleur niveau. Et en plus de ça, malheureusement, on n'a plus Melton, mais on l'a eu en début de saison. On a Kyle Anderson qui s'est mis à défendre. Gary Payton aussi qui est enfin débarrassé des blessures. Donc voilà, on a un potentiel défensif. Maintenant, ce qui cloche, et c'est comme tu l'as dit, Quentin, pour le programme, on en parlera plus tard, mais c'est surtout les longues minutes où on a du mal à scorer. Et c'est ce qui fait justement qu'on perd certains matchs. Ok, mais moi je suis complètement d'accord avec ça, mais c'était l'objectif principal du coaching staff lors de la pré-saison, c'était de redevenir une défense élite. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a vraiment rempli l'objectif à bloc là. On est 4e au rating et on était 5e juste avant la blessure de Melton. Donc, ça déjà, c'est un acquis vraiment qui va nous servir toute la saison. Donc, Non, mais Je suis d'accord. c'est sûr. Après, du coup, tu compares avec l'offensive. L'offensive rating, tu prends les 15 premiers matchs, on était encore dans le top 10, assez bien installé. Hein. Et là, on a chuté, on est en 15. On est 15e à l'offensive rating, donc ça a été hyper vite. Hein. En 4-5 matchs, ça a été hyper vite. Hein. Je crois qu'il y a au moins 2 matchs sous les 100 points. Donc, Ouais, 2 matchs tous les 100 points, ça pardonne ça pas. Ça. pardonne pas. Puis après, t'es en mais- début de saison, donc forcément, les stats, elles bougent Oui, beaucoup d'un voilà. coup aussi. Mais à comparo 2022, hein, parce que c'était un peu la base qu'on s'était donné pour retrouver le niveau défensif qui est nécessaire, en 2022, on est 2e en defensive rating et on est 15e ou 17e, je sais plus, en offensive rating. ouais. Bah là, c'est 4 et 15. Donc voilà.
Pour l'instant, l'objectif du coaching staff est respecté et moi je trouve qu'on est effectivement les 4-5 défaites, elles faisaient. Alors, il y avait certaines, elles sont fâcheuses, d'autres un peu moins. Mais c'est vrai qu'on commençait un peu à grincer des dents. Mais dans le global, dans ce qui était proposé par l'équipe, sauf un ou deux matchs, je trouvais que c'était plutôt cohérent. Et voilà, on perdait, mais c'était pas horrible, quoi. Il n'y a pas de blowout d'ailleurs, hein, à part les Bah, Cavs. c'est ce que j'ai à dire, c'est que disons que je trouve que sur cette saison, du moins pour l'instant, on n'a pas été totalement dominé dans les matchs, hormis les Cavs. Alors évidemment, les Cavs, il y a le fait que voilà, ils ont fait un peu comme nous, ils ont fait un début de saison de canon. Enfin voilà, comme le match contre nous, ils ont tout rentré. Ils pouvaient shooter de la lune, ça serait rentré quoi. Mais je trouve que globalement, on sait pas. Malgré les défaites qu'on prend, comme tu dis, Adri, il y a des défaites fâcheuses où tu mènes de 15 points sur certains matchs. Et Voilà. encore 15. Ouais, et puis 15 points aujourd'hui en Après, voilà, NBA, 15 c'est pas points, non plus. aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est sûr que quand tu es fan de Warriors, c'est plus facile de t'en rendre compte. mais, mais non, mais ouais, c'est que ouais, enfin, on n'a pas été totalement dominé, quoi. Et pourtant, il y a des Après, équipes peut-être qui sont peut-être mieux armées que nous. le premier match du back-to-back contre Minnesota, là où on se fait quand même bien Ouais, outplay dans le quatrième, du coup ça finit à moins 17, ouais, mais on a Ouais, mais été mais c'est dans le vraiment sur match. la fin, tu vois. voilà, oui, Je veux c'est dire, sur la t'étais dans fin, le à la match fin du troisième, quasiment. t'es là. Voilà. Tout à fait. Voilà, de toute façon, on a une équipe qui est pas faite, qui est pas taillée pour jouer à la base le top 3. Donc dès cet instant-là, tu es souvent dans des cycles comme ça d'une dizaine de matchs où ça fonctionne plutôt bien. Après, là, comme disait Adri tout à l'heure, ce qui fait grincer des dents, c'est l'enchaînement. En fait, c'est que tu as 6 défaites de suite. C'est pas comme si tu en perdais 4, tu en gagnais 1, tu en perdais 2 ou 3. Ça arrive toujours dans une saison. Ouais, Là, c'est vrai qu'il y a eu quand même Mhm. l'enchaînement était quand même un peu lourd. Après, comme on avait dit dans l'épisode précédent, c'est une équipe qui est taillée pour avoir sa force, elle est collective. Et j'ai quand même l'impression que l'absence de Melton, en fait, elle a fait mal sur le coup. Alors, on était en train de l'installer, tu vois, dans le 5. Kerr disait, bon, maintenant c'est bon, on a trouvé notre rotation, Melton va jouer dans le 5. Mhm. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand il s'est blessé, il y a eu un genre de déréglage et qu'il a fallu en fait tout réajuster par rapport à ça. Et on a perdu du temps. Euh, Et je pense qu'on a lâché peut-être 2-3 matchs parce qu'on a un peu bricolé à retrouver des bons réglages, quoi. Clairement, je pense que tu sais que ce que tu dis est très juste. Moi, je pense que ça a pas déréglé forcément les joueurs, mais Ouais, vraiment c'est le ça. coaching staff qui ont fait mais on Ouais, va c'est où ça. la Bah, alors, chef? pour une fois, il y avait un cap qui avait Mais été bien défini, c'était clair, ouais, ce qu'on attendait depuis longtemps. Et bah là, c'était paf. la rotation, c'était avec Melton, Buddy, Moody qui sortait. Enfin, tout le monde avait ses minutes. On avait vu une régularité au niveau des minutes, enfin un pattern en tout cas, avec Moody qui rentrait en fin. Non, en début de. Non, je crois qu'il faisait fin de deuxième quart-temps Ouais, et début quatrième. Il jouait tout le temps comme ça. T'avais Buddy qui avait ses minutes tout le temps de la même façon. Enfin, on avait vraiment une qui était répétitif, etc. Et c'est vrai que la blessure fait que bah, on a vu Lindy rentrer, on a vu Gary bah, qui c'est jouait le beaucoup starter 2, plus. hein, le starter au poste 2, hein, Ouais, qui a voilà, tout déréglé. qui a changé après. Parce que derrière, bah oui, on a starté Lindy Waiters, mais bon, c'était bien sur quelques matchs. Il a montré des bonnes choses, mais on sait que sur la durée, ça pouvait Non, et pas puis, tenir. sans qu'il soit starter, les minutes, que ce soit de tout le monde après, fluctuaient selon les matchs, Bah selon oui, les performances. Et parce que moi, Melton, c'était 20 minutes tous les soirs, quoi. voilà. 20-25 minutes. Moi, je suis partant du principe que bon, il faut quand même une certaine régularité, une stabilité pour les joueurs pour qu'ils soient performants. Et après, d'autres pensent que c'est l'inverse, hein. Tu fais jouer le mec qui est chaud le soir et voilà, les mecs se battent chaque jour pour leurs minutes. Mais du coup, bah nous, je trouve que ça marche pas trop. C'est ce que Ça disait et Buddy. il y a eu, et il y Il a eu Steph insistait là-dessus. aussi. Il y a eu Steph aussi qui l'a sorti en conf de presse, je crois. C'est la dernière défaite qu'on a eue, je crois. Où Steph a dit qu'il fallait quand même réduire la rotation et qu'il fallait trouver une certaine stabilité dans les joueurs qui jouaient. Et du coup, le lendemain, on a vu cut de rotation à 10. Ça m'a bien fait marrer ça, mais. Quand le chef il parle, voilà. Ah oui, hop hop hop. Pour revenir sur la déliquescence un peu qu'on a observé depuis une dizaine de matchs, on a un graphique d'ailleurs
Martin à la régie, si tu peux nous mettre ça de NBC Sports Bay Area, qui date du dernier match. Donc il n'y a pas le dernier contre les Wolves, mais c'est la dizaine de matchs avant. C'est quand même assez révélateur. On est passé de la deuxième attaque au rating à la 28e. Et le pourcentage à 3 points a chuté de 39 à 33%. Tout à l'heure, j'ai dit 38 à 32, putain. Ah, Ouais. Et les turnovers, ça n'a pas trop bougé, 14. Donc, Ouais, Bah, ça, c'est régulier, ça, euh, toujours. mais 14, je trouve ça c'est honnête, sachant qu'on fait pas Ouais. mal. On Bah, avec joue- la pace qu'on a, 13e. ouais, c'est pas énorme. Oui, c'est bien, et surtout, c'est qu'on fait beaucoup de passes. Parce qu'on peut avoir une haute pace, enfin une grosse pace sans trop faire de passes, mais nous, le ballon bouge. Après, plus- j'ai l'impression que c'est plus une tendance actuelle dans toute la ligue parce que on a été souvent autour des 14-15 pertes de balles et dans les 5 dernières équipes. Là, on est 13e avec 14,6, ça veut dire que ça perd beaucoup de ballons dans la ligue quand même, je trouve. Ouais, overall, oui. Parce Mais que c'est vrai que les Mm. grosses équipes qui perdent pas de ballon, c'est quoi? Elles tournent à 10 ouais, par 11-12 match? quoi. 9? Ouais, parce que. 11-12. Ok, 11. Parce que enfin, quand j'ai commencé à regarder la NBA, c'était il y a 10 ans, c'était 9. Enfin, une Ouais, bonne ça équipe, c'était à perdait bien 9, quoi. moins. Ouais, Ah, mais c'était la à 9. pace, Bon, c'était après, la pas. pace, voilà, la pace était différente. Mm. Mais... Et du coup, qu'est-ce qui justifie la chute là, auquel on a assisté sur ce dernier mois Bon, en lors des vrai, phases offensives? regarde, tu passes de 39 à 33, ça fait, allez, on va dire 3-4 paniers à 3 points de réussite. Tu les retrouves, hein, 12 points. Enfin, c'est l'offensive rating, mais bon, c'est pas des points. Tu peux pas dire c'est 12 points d'écart qui font que, mais voilà, en gros, on met 10 points en moins à chaque match, quoi, grosso modo. Allez, juste en parlant de la réussite à 3 points, donc bah, je pense que c'est juste ce petit slump de shoot qui a fait que bah, fallait être meilleur en défense et ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc c'est vrai que ça Ah coince oui, un peu par certains moments, quoi. c'est de la logique, hein. Enfin là, c'est mathématique, il n'y a même pas à plus analyser que ça. C'est quand il te manque de la réussite en attaque, tout de suite, tout est compliqué parce que on parle de la défense qui donne du rythme pour l'attaque, mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Quand tu rentres pas trop tes shoots et que tu enchaînes 5, 6, 7 possessions de suite sans marquer, derrière, bon, mentalement, c'est dur d'enchaîner, quoi. C'est un peu un cercle vicieux qui s'arrête pas, donc Bah, il tu va sais, il falloir y essayer d'en a... sortir. tu sais, il y a un très grand philosophe qui disait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Du coup, ça se confirme. Ouais, Hein. mais Quand tu manques de. defense win championship, comme disent les Oui, bah, c'est experts. ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que oui, on dit que l'attaque te fait gagner un match, mais la défense te fait gagner un championnat. Là, c'est ça. Après, tu as peut-être aussi le fait que Steph était sur une jambe. Oui, Ça bah oui. n'a pas aidé non plus sur cette période-là. Puis peut-être le manque de seconde option aussi, non? Ouais. Ah puis non, mais surtout c'est que je trouve Manque de qu'on a quoi? changé un peu. Là, sur les derniers matchs, on a changé un peu notre. Bon, après, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, je pense. Mais on a changé un peu notre façon d'attaquer dans certaines séquences. Euh, je sais pas si on en parlera, chef, un peu plus tard. Je... Ou la J'en dis pas palette plus. tactico-technique. La palette. Moi, je voulais orienter aussi sur le fait qu'il n'y a pas que à 3 points, on a baissé en pourcentage. Oh, les layups, Euh, sérieux. On dirait. Des fois, j'ai l'impression de voir Joe à San Francisco quand on va au lay-up. Merci. Ah, il y a du style, hein. Il y a du. Merci pour le Il y a du match, ça me style, il y a de touche. l'élégance. Ça me touche. Mais. Il y a du style, de l'élégance, mais il n'y a pas la réussite, quoi. Justement, fallait être là pour voir le désastre et pour voir. Bah, en fait, c'est pas compliqué, que tu vois les layups qu'on manque, bah c'est moi. Sauf que moi, il y a personne qui défend. on a un graphique pour ça que Martin va partager, fait par Automatic NBA. Alors, il date du 27 novembre, donc ça a pu bouger un petit peu. Mais il montre l'efficacité au lancer franc et au lay-up non bloqué des différentes équipes de la ligue. Et comme vous pouvez le voir sur YouTube, ou alors si vous nous écoutez en podcast, je vais le décrire pour vous. Mais l'équipe qui est tout en bas à gauche du graphique, soit l'équipe la moins à droite au lancer franc et au lay-up non bloqué, eh bien il s'agit des Golden State Warriors. Ah, puis on est loin devant, hein. Putain, il y a les Alors là, il Bucks. n'y a rien à Il y dire. a les Bucks aussi, alors qu'ils ont déjà dit, c'est chaud quand même. Pour moi, ce graphique, il est irrationnel, il est même incompréhensible, presque inexplicable. Là, j'ai pas d'explication rationnelle en fait au nombre de paniers faciles Parce à qu'on est une rater. équipe qui shoot. On est des shooters, nous, c'est tout. Non, mais Ah, là, shoot. Ouais, bah tiens, t'as Buddy, il a des pourcentages de malade à 10 mètres et puis il est pas capable de mettre un panier juste en dessous. Ouais, mais il met ses lancers francs. C'est bien le seul qui Ouais. les met.
pour le coup. Comment on explique que ces 2 plays qui sont censés rapporter le plus de points «faciles» entre guillemets, c'est devenu une tâche aussi compliquée, pour nous? Ah, moi, je te le dis, c'est inexplicable. La, Moi, la je l'explique concentra- pas. la concentration, je pense. Non, en vrai, tu sais qu'il y a un truc qui. Alors, et comme moi, je peux expliquer certains joueurs, mais pourquoi on les loupe, ça, j'en sais rien. Genre, TJD, euh, première année, l'année dernière, il arrive, il finit main droite, main gauche, au contact, il met des dunks. Et là, cette année, il rate des trucs, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, pour TJD, j'ai une petite explication. Je trouve qu'il a quand même pris pas mal de masse, et je le trouve moins bondissant que lors de la première année. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il ait pris du poids ou pas? Ouais, J'en sais mais là rien. TJD, tu as un dunk athlétique et tu as 2 layups manqués quoi, tu vois? Ouais, exactement. Et bon, et je crois qu'il est passé de 70 à 60%, je crois. Donc, de réussite au tir, il me semble, ou quelque chose Il comme était ça. élite dans la raquette l'année Attends, dernière. il y avait pas, c'était quoi là? Il avait fait une grosse série là, sans rater un shoot là, sur Oui, plusieurs matchs la exactement. saison dernière. Mais ouais, Exactement. Ouais, il pour est le à coup, et en plus, 59% là. pour le coup, lui, TJD, enfin, c'est l'exemple, il est bon parce que j'ai plusieurs layups en tête où vraiment, il a Bah, la passe, d'habitude, c'était il tout reçoit cuit, le quoi. ballon, il est tout seul, il n'y a pas d'opposition, il a juste à mettre la main, mais le ballon il tourne et ressort. C'est incroyable. Et est-ce que ça peut ne pas s'expliquer sur le fait que l'année dernière, c'est le rookie avant-dernier drafté. Donc, enfin, en gros. Oui, un Ouais, peu il y a peut-être un parasite. Et peu plus de donc, pression. donc, donc Bah, du coup, starter. personne ne le respectait, ce qui en soi est logique aussi. Hein. Un mec, voilà, il top 50 de draft. Enfin, voilà, ça paye pas de mine. Donc, mais comme tu vois que le mec, voilà, il mettait pas mal de lay-up, tu te dis, oh, mais attention, l'année prochaine, il va falloir le marquer un peu plus de près. Alors, je te dis pas qu'il mette une grosse défense, mais peut-être que voilà, peut-être que là, il sent son souffle dans son dos, tu vois. Donc, Il joue peut-être contre des une starters petite aussi. pression, Hein. voilà, puis une petite pression aussi. Tu sais que le mec est derrière lui. Voilà, ça peut aussi s'expliquer, il est jeune, hein, donc. Par contre, un qui me surprend quand même, finition au cercle, et ça doit pas être le plus nul de l'équipe, c'est Buddy Hield. Il a mis quelques layups, je me suis dit, bon, comment Oui. ça? Ah, mais ouais, alors Il pour a le mis des coup, tomards aussi. ouais, non, mais ouais, attends, on va dire que je suis fan de Buddy Hield, mais j'allais dire, il est quand C'est même toi, Buddy Hield France, c'est toi. Ah, Bah ouais. pour le coup, non, mais il me bluffe quand même. Je le voyais, en fait, je l'imaginais pas à certains niveaux, sur certaines séquences, notamment sur le drive, sur la finition, comme disait Adrien. Et pour moi, c'était pas. Tu vois, quand tu parlais Buddy Hield, je vais pas dire que c'est un bon défenseur, mais il fait les efforts. Tu vois, justement, quand on parlait de défense un peu élite, quand il est sur le terrain, c'est pas un boulet, quoi. Il se met le cul par terre. D'ailleurs, petite déclat qu'il a fait, je crois, C'était aujourd'hui, je crois, ou hier. hier, ouais, où il a dit qu'il était content de tomber aux Warriors et qu'il cherchait De une l'amour. franchise. Voilà, exactement, où il avait retrouvé l'amour du basket et la bonne entente entre Et les surtout, coéquipiers. être apprécié lui-même. Ouais, être À sa apprécié. juste Mais valeur. mais Quoi. c'est parce que c'est surtout la franchise qui lui convient. C'est un shooter. Tu joues avec le meilleur shooter de l'histoire dans une franchise qui est coachée par un des meilleurs shooters aussi de l'histoire. Donc, enfin, voilà, je veux dire, à un moment donné. Et puis il tombe quand même sur la bonne année, hein, parce que Buddy Hield, quand même, il y a un pattern, c'est courir, tirer. Hein. Et cette année, on court. Parce qu'il tombait l'année Ah, mais dernière. Mais le contexte Donc, est hyper favorable de toute façon. La Et il court beaucoup. 22-23, elle l'aurait pas mal plu aussi, hein, parce qu'on faisait que d'arroser à 3 points comme des porcs, hein, avec Di Vincenzo et compagnie. Là. Et Anthony Lem et tout ça. Je sais pas s'il est toujours en Australie d'ailleurs, lui. Il doit être en prison. Ouais. Est-ce que vous pouvez deviner sur le pourcentage de réussite au drive, on est combien de la ligue? Dernier. Peut-être pas dernier, mais je pense dans les au moins 3 Moi, derniers, 29. je pense. Ouais, je sais. Ouais, 29. Ouais. Ouais, tu vois. Vamos! 29e. Je C'est l'ai qui vu qui en fait vrai. pire que 29e nous? C'est qui fait pire que nous? Les Pistons. On a 42%. Je pense que c'est les Pistons. De réussite au drive. Non, je pense pas que ce soit les Pistons en vrai. Attends, qui est vraiment. Qui est naze? Les Charlotte. Pacers! C'est les Ah, Pacers, les il me semble, Pacers, non? ouais. C'est pas les Pacers les derniers? Je sais pas, Ah, aucune idée. j'ai pas la stat. Oh, Attends, putain, vite, qui vite, c'est qui est vite. naze? Non, qui c'est qui peut être naze? Cherchez ça vite, les garçons. Le Non, premier moi à je triche 80 pas. est gagnant. On va encore dire que je triche, donc je réponds pas, tu sais. Stats. Et aussi, on a tenté d'expliquer sur certains gars pourquoi ça passe pas au drive. Kuminga aussi a baissé ses pourcentages, en tout cas au début de saison, sur les pénétrations. À Kuminga, il y a du mieux aussi. Oui. Je pense que le début de saison, c'était son contrat et tout qui faisait que. Et pour les lancers francs, par contre. Ça, c'est Alors une là, histoire, c'est une histoire de longue haleine. Ça fait des il y a années du mental, là, qu'on a c'est du du mal à mental, les mettre. là. Hein.
Ouais, après, en dehors de Steph et puis de Buddy, je pense que t'as pas des mecs qui historiquement là ont eu une grosse chute en fait au lancer franc. C'est juste des mecs qui ont jamais eu des pourcentages super élevés. Même je pense que même Andrew il est en progression sur le lancer Andrew franc. a progressé, c'est ce que j'allais dire. Il est passé à 60, il est à 75%, je crois. Ouais, Tu prends la saison du titre, il est à 69%, il me semble. ouais. Oui. Mais là, du coup, c'est notre troisième. Hein. C'est notre troisième meilleur, c'est pour dire Ah niveau. bah tu vois. Ouais, c'est le niveau de base c'est vrai qu'il il est pas super élevé. Alors après c'est encore une fois c'est compliqué à expliquer pour des mecs de ce niveau-là. Bah, C'est des gestes qu'on te mais demande de travailler depuis que t'es tout petit, mais bon. Draymond, il a 61%. Putain. Ah, le pire, c'est D'habitude, Kevin, au il est à moins- 49, Il est quoi. minimum à 70, quoi. Même Kuminga, il a. Alors Kuminga, je crois que c'est celui qui me saoule le plus. Parce que en fait, il a montré l'année dernière qu'il était capable de faire ce 75%, on va dire, en minimum. Vous pouvez même attendre à ce qu'il step up. C'est un joueur qui provoque beaucoup de lancers. Je crois que c'est le joueur qui provoque le plus de lancers dans l'équipe. Voilà, l'année dernière, il a 74,6 pour être précis. Ouais, c'est pas normal qu'il soit à 60 et on est déjà à 21 matchs joués, donc c'est pas non plus un mini échantillon, sachant qu'il en tire 4 par match. Donc c'est déjà, ça passera par Kuminga. Hein. Déjà, si on veut remonter le pourcentage de l'équipe, faut qu'il s'applique. Enfin, les 1 sur 2, il y en a marre, quoi. Par contre, Kevin Mouflet aussi, faut qu'il arrête qu'il enlève ses moufles, parce qu'il il a un pire Oui, bah alors après, pourcentage Looney, que il va Shaquille O'Neal. shooter Non, mais deux mec, lancers tous les 3 matchs. Donc, ouais, je par vais te contre, dire, en dehors des lancers, il a fait des gros progrès il fait des moves que je pensais même pas qu'il était capable Ah de oui. faire, quoi. Ah bah là-dessus, oui. Bah, de toute façon, Putain. il s'est dit, je récupère du move à la raquette, mais j'enlève le lancer franc. Tu sais, c'est comme quand tu fais ton perso sur Touquet. Tu sais, tu fais des trucs, tu dis, bon, vas-y, j'enlève les lancers, je rajoute ça. Il a fait un rebuild. Mais ouais, Looney fait un chantier, et notamment au rebond. Là, il s'est fait passer devant par André Drummond, mais c'est le deuxième joueur qui a le plus de rebonds en pourcentage, total de rebonds pourcentage quand il est sur le terrain. Il ramasse tout ce qu'il y a, et même en défense, hein, je le trouve vraiment très solide cette année. Bah oui, c'est ce qui fait qu'il a repris du temps de jeu et après, au final, il a fini par prendre la place de TJD on va dire, dans la rotation des postes 5. Donc, Ouais, dès l'instant où il regarde le panier, en défense, il produit ce que TJD peut produire, voire même au niveau des rebonds, c'est un aspirateur. Et dès l'instant où il commence à te mettre des points, il devient hyper positif, en fait. Mais Là, c'est ce qui lui manquait de toute façon. À Kevin Looney, c'est ce qu'on a dit. Il manquait une petite touche offensive, mettre 6-7 points par match. Mais moi, je pense, je sais pas vous, mais pour moi, le match sur lequel je me suis dit, en fait, on n'a pas perdu le soldat Kevin, il est encore là et il faut encore compter sur lui. C'est le match à Attends, Boston. je te coupe. Ah, j'allais Le, dire moi Rockets aussi. le Deuxième match à Boston, moi, Oui, il y a le match la aussi. fin de match, là, où en fait, il reste, il met 2 paniers hyper importants en rebond offensif qui font que ça repousse le retour de Boston et après, on finit par un dagger, je sais Oui, il y plus avait le si match c'est de Buddy, Rockets je où crois. je l'ai trouvé solide aussi. Donc, ouais. Et puis, oui, il y a peut-être aussi le Rockets game. Mais en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que Kevin, ben, il va falloir compter sur lui, hein, parce que l'année dernière, il était sorti de la rotation en fin de saison. Donc, Après, Denver, je trouve, il a bien défendu Jokic aussi quand même. Mine de rien. Pour un mec qui n'était pas non plus. Après, voilà, Jokic, tu sais, tu peux pas non plus. Enfin, tu peux pas le défendre, mais je trouve qu'il s'est quand même très très bien démerdé. Non, oui, parce que historiquement, il prenait vraiment très très cher contre Jokic sur les dernières saisons, et là, vraiment, il était ultra solide, et c'était pas des pourcentages énormes, en tout cas, quand Jokic était sur Looney. Mais en tout cas, c'est marrant pour TJD et Kevin Looney, parce qu'on a fait marche arrière, en fait. TJD a pris sa place la saison dernière, et là, c'est l'inverse. peut-être Donc parce bon. qu'il nous manque ce poste 5 starter. Peut-être, oui. Bon, maintenant qu'on a identifié quelques points à travailler, notamment au lancer franc, ils doivent tous tirer 1500 tirs à chaque entraînement. On va devoir aborder un autre gros morceau de l'épisode, la rotation de l'effectif. Steve Kerr avait dit en pré-saison qu'il avait sous la main le roster le plus profond qu'il n'ait jamais eu. Ça s'est confirmé, puisque le premier mois, c'était pas moins de 12 joueurs qui jouaient 10 minutes ou plus, voire 13 avec l'émergence de Lindy Waters. Et depuis la blessure de Melton et la série de défaites, ça l'a forcé à resserrer cette rotation, mais on n'a toujours pas vraiment de certitude.
Et pourtant, le coaching staff tente des expérimentations. Et celle qui semble s'imposer dernièrement, ça serait de faire sortir Draymond du banc et d'installer Kuminga en poste 4. Alors, on va en discuter juste après, mais il y a une déclaration de Steve Kerr qu'on va écouter qui va dans ce sens. Alors, est-ce que le salut de Golden State passera-t-il par libérer de l'espace pour Kuminga, comme le dit Kerr, ou bien est-ce que ça ne serait pas une technique commerciale afin de mettre en valeur le jeune prince juste avant que... Venez, c'est à prendre. Qu'est-ce Le qu'on en mec est sur pense? le mec est sur le marché, quoi. Je pense pas que Steve Kerr soit de ce genre-là, de faire jouer un joueur pour le mettre en valeur. Du moins, depuis qu'il est à la tête de la franchise, enfin, au coaching staff, on n'a jamais trop eu besoin de le faire, j'ai envie de dire aussi. Mais je pense pas que ça soit le but, enfin, de son envie de le faire. Maintenant, Draymond, qu'il soit starter ou sur le banc, au final, enfin, il aura 6 minutes, hein, donc j'ai envie de dire, ça change pas grand chose. Il sera toujours, il finira les matchs. Donc, Pour Steph, ça peut changer des choses. pour Steph, oui, mais bon, je pense que Steph aussi, il commence voilà, à avoir de la bouteille. Il sait, je pense, et j'espère pour lui qu'il sait se démerder sans Draymond Green. Mais en tout cas, il l'a montré l'année dernière quand, quand Draymond était en pleine thérapie. Donc, oui, ça peut changer, mais en vrai, enfin, moi que tu sois starter ou pas, je trouve que si t'as tes minutes, ça change rien, quoi. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est un ajustement que j'aime bien et auquel j'avais déjà pensé un peu, mais il y a déjà un petit moment, quand l'année dernière, il y avait déjà les problèmes de suspension, on se disait, ça commençait déjà à critiquer Draymond, on savait que son importance sur le terrain, mais est-ce qu'il va falloir penser l'avenir sans lui, machin et tout. Et au final, pourquoi pas pour faire émerger Kuminga si ça peut lui permettre de passer un step. Parce que je pense que Kuminga, il demande que ça, hein, d'avoir plus d'importance, et du coup de le remettre dans le 5, ça peut peut-être contribuer à ça. Et au final, Draymond, 30 minutes, il peut les faire en sortant du banc, puisque le starter au poste 5, que ce soit Kevon, que ce soit Trace, ça va pas être un gars qui va jouer plus de 20-25 minutes, hein. Donc sur ce côté-là, moi je pense que ça peut fonctionner, hein. En plus, on en parlera après, mais Steph a un peu un nouveau type de rotation qui fait que les deux peuvent très bien jouer ensemble, même si c'est pas au début du match. Après derrière, ça peut se superposer, quoi. Les autres, Adrien, notamment sur le point de vue tactique, enlever Draymond du 5 aussi, c'est avoir un peu plus de place pour drive, pour Kuminga. Oui, a priori, oui. Bah, t'enlèves Enlève un Dre non-shooter. qui, voilà, un non-shooter. Bon, après, je sais pas si ça change. En fait, je sais pas si c'est pour faire jouer Kuminga plus avec Curry, par exemple, sur du pick and roll, etc. Ce qu'on a vu, que ce soit dans les deux sens, inversé, etc. Donc, entre guillemets, mettre en confiance Kuminga et du coup l'utiliser un peu plus avec Steph que l'utiliser off the bench. C'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué quand il est off the bench, c'est que bah, Pods, je l'avais un peu pressenti, c'est que Pods, malheureusement, il n'arrive pas à être assez agressif avec le ballon en main pour créer des décalages et pour que Kuminga les utilise. Euh, et du coup, et Buddy, bon, Buddy, il crée pas grand chose balle en main à part ses propres shoots. Donc Kuminga n'a pas beaucoup de shoots simples, entre guillemets. Il est obligé de se les créer. Et effectivement, par moment, bah, on voit que ça coince, quoi. Il est un peu en manque de créativité, en manque de réussite. Donc c'est peut-être pour ça ce changement qui passe dans le 5. Et du coup, Steph va lui amener des paniers plus faciles. Ça peut être une bonne idée. À voir. We'll see. Ok, parce que je pense aussi le but, c'est de lui donner des occasions balle en main, comme on l'avait vu dans les 30 dernières secondes contre Houston,
où il y a double écran et il a le switch sur Van Vliet et il va finir. Il Bah, met moi, le dagger. sur ça, même, tu vois, même, je trouve que les Warriors ont du mal à faire, ce que font toutes les équipes, enfin, beaucoup d'équipes et beaucoup de grosses équipes, je pense à Boston ou même d'autres équipes. C'est punir euh, les mismatchs, c'est ça? Exactement, et enfin surtout, pas sans les punir, mais les chercher, aller les chercher en fait, et forcer les équipes à faire ces choses-là. Et nous, je trouve que on, on les cherche pas trop. Alors après, ça c'est notre style de jeu, la motion, etc. Mais je pense que Kuminga et Wiggins pourraient en bénéficier. Et du coup, les mettre tous les deux sur le terrain, peut-être que avec Steph, c'est peut-être pour aller chercher un peu plus ça. On verra. Clairement. Ça peut aussi changer des choses parce que il y a des actions où Kuminga, bah, comme tu dis, il punit le match favorable, il finit en drive ou mi-distance. Et par contre, l'action d'après, il est en difficulté sur son dribble, il s'empale sur le défenseur. Il y a souvent des cas comme ça où on lui prend la balle dans les mains, il crie sur l'arbitre, mais enfin, ça arrive à 22 ans, quoi. Mais je pense que c'est dans l'intérêt commun, en tout cas, de Kuminga et des Warriors de lui donner plus la balle, d'avoir plus la balle en main. Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Par rapport à ta question de base, ouais, je pense pas que ça soit je pense que c'est plus tactique que commercial. Et après, ouais, je pense qu'il y a il y a l'idée aussi de le mettre en confiance. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de confiance. De toute façon, on le voit, hein, il prend confiance d'ailleurs en passant par l'attaque. En fait, dès l'instant où il commence à se mettre en route en attaque, il se met en route en défense en même temps. Et tu vois que dès l'instant où il commence à se frustrer d'un côté du terrain, ça se répercute sur l'autre côté. Et je pense qu'en le mettant dans le 5 de départ aux côtés de Steph, c'est aussi pour le faire bien rentrer dans son match et le mettre en confiance tout de suite, en fait, plus facilement. Et il y a un truc aussi, c'est que off the bench, je trouvais qu'il huntait un peu ses shoots dans le sens où, en fait, et même les équipes étaient focus sur lui, et dans le sens où il savait qu'il allait pas, enfin, comme il avait passé du temps avec les starters et qu'il avait pas eu trop ses shoots, que quand il y avait le banc qui arrivait ou que lui il arrivait du banc et que ça devait être lui de produire, il se sentait obligé de produire, Mm. et du coup, c'était pas forcément des fois dans le sens du jeu. Euh, Alors que par exemple le match où le gros match qu'il a fait avec Wiggins où ils étaient que tous les deux, il savait que le ballon allait forcément lui revenir s'il a lâché. Et du coup, je trouve qu'il a joué beaucoup plus juste au niveau des lectures, de quand il fallait drive, quand il fallait shooter. Bon, malgré que franchement, sur ce match-là, il commence à 2 sur 2 à 3 points, donc forcément, déjà là, ça lui ouvre sa palette offensive de drive, etc. Mais je l'ai senti beaucoup plus libéré dans sa façon d'attaquer le match parce qu'il savait que s'il loupait un ou deux shoots, la balle allait revenir vers lui et que bah, il allait pas se faire punir ou entre guillemets par le fait d'avoir fait une mauvaise action. Ouais, et puis je pense que ça le rassure. Il doit se sentir rassuré en fait avec des joueurs qui sont déjà un peu plus aguerris quoi, à côté de lui. Ok, donc on est plutôt favorable à ce changement tactique, en tout cas. Et qui a l'air d'être un changement tactique, ou en tout cas... Ouais, et puis si en plus à côté de ça, Dre Guadala il prend son nouveau rôle au sérieux. Mais c'est ce que j'avais voulu demander, parce qu'en gros, l'autre côté du spectre, il y a Dre là qui, bah, il a toujours poussé pour mettre Kuminga en valeur, hein. Il en parlait souvent, sur la place qu'il devait occuper dans le futur et même dans le présent. Mais du coup là, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, «J'accepte à fond la situation, sans hypocrisie», et peut-être que ça lui rappelle une situation qu'il a connue il y a 10 ans, où il a remplacé un David Lee, qui se blesse Ouais. et qui a pris sa place. Donc Parce qu'on le sait, hein, Draymond, finalement, il n'a pas manqué tant de matchs que ça cette année. Mais là, il sort quand même d'une petite période là où ils ont fait une IRM quand même pour. C'était quoi pour Son mollet. Calf. son mollet. Ouais. Son mollet qui aurait pu après partir sur un problème du tendon d'Achille, etc. Donc voilà, hein, Qu'il avait eu il y a un an. Qu'il avait eu il y a un an voilà, déjà. oui, c'était déjà un problème qu'il avait déjà eu par le passé. Bon, ouais, finalement, heureusement, il a pu tout de suite revenir, mais il y a ça aussi qui plane. Donc Et dans son podcast, ouais, il a dit physiquement, il que est pas serein. Donc ouais. tu peux donner le feu vert à un Kuminga pour un peu baisser la charge sur Draymond. Et Et par puis contre,
ça change pas grand-chose au global. Et moi, c'est peut-être une autre takes, mais j'ai confiance en Dre pour dominer les bancs adverses par son intelligence, par son attaque dans le sens où les fake end-off, des lay-up, etc. Je pense qu'il peut être beaucoup plus agressif que ce qu'on voit quand il y a Steph, etc. tout le temps sur le terrain avec lui. Parce qu'il faut pas oublier que Draymond Green, quand il arrive en NBA, bon, c'était déjà un bon défenseur hein, parce qu'il vient de Michigan State, mais si vous regardez ses premières années, c'est un mec qui prend pas mal de mi-distance, après le dribble, après un petit décalage, il Ouais, prend ses oui. shoots, etc. Je sais pas Il si on était pourra. 13-14 pions, hein. Oui, voilà, je sais pas, je dis pas qu'on va revoir ça, mais je pense qu'on pourrait le retrouver un peu plus dans ce style de, au lieu de chercher tout le temps la passe, d'être un peu plus dans le scoring, et je pense qu'il peut être Tu Mais veux dire que tu veux des plays en tête de raquette ISO face à Rudy Gobert? exactement. Oui, faire un dribble entre les jambes comme si c'était Stephen Marbury au playground. Yes. Non, mais J'aime bien la comparaison. Ah bah après, ça. après, moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que cette saison, Steph a beaucoup la balle dans les mains. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est à défaut? Mais du coup, je me dis que comme la blessure de Melton, en plus de ça, nous enlève un joueur capable de porter la balle en seconde unit, peut-être que de mettre Draymond sur le banc, au lieu d'apporter voilà, l'expérience, un peu de défense, tout ça, il peut aussi avoir ce côté meneur, entre guillemets, et de porter la balle et de lancer les attaques. Parce que quand on prend Buddy Hield, depuis la blessure de Melton, moi je pense que son slump démarre là parce qu'il n'y a pas vraiment sur le banc de meneur capable de le mettre dans de bonnes conditions. Draymond, lui, sait très bien le faire parce que c'est lui qui a toujours lancé, qui a été la rampe de lancement pour Steph Curry. Je ne vais pas dire que Buddy Hield a le même jeu que Steph Curry parce que voilà, personne n'aura le même jeu que Steph Curry, mais il y a du Mais il off-ball a les très Il a très le cannes. même bon. jeu que Clay. Voilà, Ouais, il il a a le même des jeu que cannes pour. Clay. Et on sait que c'est Draymond qui a lancé, qui lançait tout le temps Steph et Clay. Donc je me dis, voilà, ça peut être aussi une solution d'avoir ce meneur en Draymond en Et sortie de banc, quoi. décharger Pods Et peut-être aussi décharger au Pods passage. aussi, qui pour moi n'est pas un meneur, mais un Qui est en shooting train guard, quoi. d'apprendre le métier en tout cas. Voilà, c'est C'est Ouais. ça. pour ça. Mais Non, intéressant. pour rebondir ouais, aussi, pour finir, c'est moi je trouve qu'il y a une association qu'on n'a peut-être pas tant vu que ça. Alors après, je me trompe peut-être, hein, mais c'est le ressenti que j'ai. Qu'au final, les line-up front courte, Wiggins, Kuminga, Draymond, on n'en a peut-être pas tant vu que ça en volume. Alors que l'année dernière, sur la deuxième partie de saison, quand l'équipe se réveille et fait un run, bah, ça part de là et ils étaient même titulaires ensemble. Et moi, j'aimerais bien qu'à terme, on en voit un peu plus et que ça soit vraiment notre closing line-up. Mais tu sais que je Pratiquement te dirais même. 95% des temps, on Moi, finit le match avec ça, sauf s'il y a un grand Looney sur un match, mais je trouve que c'est vraiment moi, je te rajouterai un l'association joueur. Hein. ultime pour finir. Je te rajouterai un joueur. Hein. Nos meilleurs joueurs cette année, c'est. Tu rajoutes Buddy. Hein. On n'a pas beaucoup vu de Steph, Buddy, JK, Wiggs. Ouais. Ah, maintenant que Melton est out, hein, depuis les 10 matchs qui se sont passés, on n'a pas vu beaucoup de Steph, Buddy, JK, Wiggs et Dre. D'ailleurs, Qui pour moi, pour moi c'est cohérent. Hein, alors Buddy c'est pas le plus grand défenseur à côté de Steph, mais à côté t'as Dre, Wiggs et JK. Bon, JK comme Thomas a dit, c'est vrai que c'est souvent son attaque qui fait son envie de défense. Mais ça reste quand même un défenseur correct. Et je trouve D'ailleurs, que. là, on est en sortie de match contre les Wolves, la win contre les Wolves, le deuxième. La line-up, le line-up avec GP2 à la place de Higgins, puisque Higgins était out. Un plus 11 de différentiel hein, sur le match. Donc, C'est ce qu'on. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Moi je pense que. Higgins, Et c'est pas le même que Gary, mais ça apporte plus d'attaque, oui, plus d'attaque, un peu moins de défense dans le sens où Gary moins est d'énergie, vraiment. mais Voilà mon énergie, mais tu rajoutes de la taille, du rebond, du dans ball l'idée, handling, du voilà. shoot. C'est vrai Oui. que j'espère voir plus ça, et en plus, surtout sur cette line-up, c'est que les mecs vont. Comme on est. C'est un small ball, les mecs vont avoir tendance à switch, et on a quand même deux mecs qui sont très très forts pour punir les switch, qui sont Kuminga et Wiggins, donc pour soulager Steph, parce que on va peut-être, c'est peut-être la question après de Quentin sur est-ce qu'il nous faut une deuxième option ou pas.
Euh, Ça fait 3 ans qu'on pose cette question, donc oui, Allumer le feu. non, mais voilà, moi je trouve que pas forcément parce que Steph il aura toujours la balle, mais qu'on joue un peu plus intelligemment et moins hero ball en fin de match et que du coup on se serve un peu plus de Wiggins et de JK. Des claques qui a été faite par je sais plus par qui, mais qui a dit que c'était aussi quelque chose qu'il fallait voir, utiliser plus Wiggins en fin de match. Je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est quand Wiggins fait un gros match, il quand il en met il y a 30. il y a Luna qui parle de ça sur Ah oui, Kuminga. euh, ah oui, c'est peut-être Looney, je sais plus, mais je crois qu'il y avait eu une sortie où c'est Wiggins. Bah c'est oui non c'était Wiggins et Kuminga quand ils font le gros match là contre les Clips. C'était qui déjà? Clippers? Non, je sais plus. Le match où ils mettent 35 et 25, enfin Kuminga en met 30 et Wiggins. Bah, c'est Rockets Oui. où il en met 30, Kuminga. Ah oui, Oui, voilà, oui. bah du coup c'est ce match-là où je crois que je sais plus qui de l'équipe dit que voilà faut un peu plus compter sur eux en fin de match. Est-ce qu'il pourrait aider Steph? Et je suis d'accord. C'est un autre point qu'on peut aborder, c'est, le clutch time. Comment on se débrouille cette année, c'est un peu le prolongement de la saison 2023-2024. Alors au niveau factuel, on a eu 14 matchs, avec donc, du clutch time, 5 points moins de 5 points d'écart à 5 minutes de la fin. C'est du 50. On a 7 victoires pour 7 défaites avec, -1 de net rating. Mais la stat, qui est la plus irritante à mon avis, c'est le ratio assist-turnover. Il est de 1. Ouais. C'est-à-dire qu'on délivre autant de passes décisives qu'on perd de ballons. Et pour moi, ça symbolise une constante qu'on a, en tout cas depuis la saison dernière, dans les moments chauds. C'est que la motion offense, elle n'existe plus. Le mouvement des balles et des joueurs, ça s'arrête. C'est pick and roll et hero ball avec Steph en fonction de s'il est chaud ou pas. Et Ouais, ça se même s'il est confirme sur pas le true chaud. shooting, hein. Ouais. Dans ces moments-là, donc dans le clutch, on est le 28e de la ligue avec 50%. Et Donc, bah, moi, cette stat, elle avait été, enfin, je la trouve parlante et moi, je l'avais surtout ressenti sur le match des Clippers au Dome, qui, pour moi, j'ai pété un plomb dans la conversation, où pendant 3 minutes, t'as Steph et Dre. Si vous regardez le play-by-play de ce match-là, t'as Steph et Dre qui jouent que tous les deux et ils se font que de se chercher et Ah, c'est contre-productif parce que bah, perte il y de avait balle sur perte de balle. des switches pour Wiggins. Wiggins qui était pas trop mauvais ce match-là en plus. Et hop, je me rappelle, donc pendant 3 minutes, c'est de la cinquième à la deuxième minute. De la cinquième aux 2 dernières minutes, ils font ça, Steph et Dre. Et hop, à un moment, ils trouvent sur un cut 2 fois Wiggins, hop, 4 points. Je me suis dit, hop, c'est pas mal, mais sauf qu'on est, bah, c'est presque fini le match. Et j'avais pété un plomb, et je crois qu'on l'a vu quand même plusieurs fois cette saison où Steph et Dre se regardent un peu trop en fin de match. Ouais. donc Est-ce qu'on ça peut peut être leur une en vouloir solution. Ouais, après? oui. Ça peut être une solution pour renverser un peu la tendance et mettre un peu de variété dans le quatrième quart-temps. Tu es d'accord avec ça, Joe? Donner plus la balle à Wiggins et Kuminga? En tout cas, varier les plays? Bah oui, parce qu'au final, ça apporte un peu de différence. Parce qu'en fait, tout le monde sait que dans les dernières minutes, c'est Steph qui va avoir le ballon. Et on le voit, Steph est. En plus, avec le départ de Clay, parce que mine de rien, Clay, même quand il était dans un slump monumental, tu savais que sur le dernier shoot, tu allais le lock. Parce que voilà, un shooter comme Clay, il peut en rater 11 de suite, il te mettra potentiellement le dernier. Donc, ça libère un petit peu Steph. Mais là, aujourd'hui. Steph est tellement marqué que oui, il faut que Wiggins et Kuminga prennent leurs responsabilités dans ce moment-là, pardon. Et ils en rateront, parce que l'échec, ça fait partie du métier. Mais là, Kuminga l'a fait contre les Rockets. Bon, il n'y avait pas Steph Curry, donc c'était aussi un peu plus facile, entre guillemets, de lui laisser. Mais voilà, il Il l'a a montré qu'il pouvait porté, le faire. et il l'a montré. En plus de ça, l'action, c'est enfin, voilà, ça part de lui, il a pris le temps, il a regardé l'horloge, il a regardé le panier, il a regardé ce qui se présentait face à lui. Enfin, là, pour le coup, on n'est plus sur le, sur le Tekel Souko que c'était dans les années passées. Là, c'était vraiment un joueur on a vu un petit peu de maturité dans ce play. Et comme quoi, quand il réfléchit un petit peu et qu'il prend le temps, bah, Ouais, mais ça va tout seul. Ouais.
Je sais pas si tu t'en rappelles, c'était en sortie de temps mort, donc en plus, ça a été dessiné pour lui. En Le plus, double écran pour avoir le switch, vraiment, c'est confiance de Kerr aussi là-dessus. donc je pense que oui. Puis en plus de ça, Kirk qui lui dessine un plan là-dessus, je pense que pour lui aussi, voilà, ça l'a un petit peu emporté. Je pense qu'il s'est dit, voilà, ça y est, je commence un peu à avoir des responsabilités, donc il faut pas que je déçoive les gens. Et voilà, faut vraiment Et que je je me pense que, concentre, quoi. d'ailleurs, ça fait un petit parallèle avec ce qu'on a dit avant, hein. Je pense que depuis ce match-là, je pense que ça a marqué que ce soit dans la tête de Steph, de Dre ou même du coaching staff, qui pouvait vraiment compter sur Kuminga dans le sens dans les fins de match, et que du coup le move de Dre sur le banc, etc. Ouais, leur Ça part réaction de est parlante aux deux. voilà, et je pense que c'est pas une mauvaise chose pour les Warriors dans peut-être pas à l'instant T maintenant tout de suite, mais peut-être dans 3-4 mois, on dira ouais, c'est cool que on donne des responsabilités à Kuminga pour soulager Steph. J'ai envie Bon, de Steph dire va avoir du mal. heureusement que ça arrive maintenant parce que Ah, on est en 4e année. hashtag team développement, hein. Attention, J'allais y venir. hein, Non, mais les négociations sont restées où elles sont restées. Aïe, Puis, aïe, on aïe, veut le voir la banquier suite, part. hein. puis c'est surtout, si tu le fais pas maintenant, quand t'as pas de vraie seconde option, Ah voilà, oui, exactement. et que en plus de ça, t'as un Steph qui est sur une rotule, un Draymond qui est sur un mollet, enfin bref, Ah ouais. où t'as des vétérans qui sont pas Au bout d'un forcément moment, à 100%, tu le fais quand? c'est ça. Faut le tenter maintenant parce que bon, on va peut-être revenir sur les sujets derrière, hein, que ça commence à s'activer, les rumeurs, etc. Mais de base, nous, on a quand même envie d'en voir un peu plus pour JK et savoir un peu ce qu'il a dans le bide, hein, parce que on connaît pas le plafond exactement pour l'instant. Donc si on le garde, on le couve, et on sait pas trop où ça va, et puis ça part dans un trade ou je sais pas quoi, et que dans 3 ans, au final, c'est le futur Kawhi, ben voilà. Hein, on l'aura où on l'aura. C'était Futur Kawhi, carrément. c'était le coup de gueule du comptable. On sent que t'en as gros sur la patate, Martin. Je grossis le trait, mais Libère, vas-y. je grossis le trait, mais c'est la logique, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, l'année dernière, il était quoi, 3e scoreur. On veut qu'il ait plus de responsabilités, donc Oui. Puis il avait montré sur des stretches de 20 matchs voilà. qu'on pouvait compter sur lui. C'est la frustration du premier match où il a été mis sur le banc. Je m'y attendais pas, c'est resté là. Juste pour finir sur la rotation à 12, si on finit comme ça, parce que pour l'instant, c'est pas loin en tout cas. Dans l'histoire de la ligue, il y a eu 4 équipes avec au moins 11 joueurs qui jouaient 10 minutes ou plus de moyenne dans la saison, ce qui est notre cas actuellement. On est même à 13 si on compte Melton. Les premiers, c'était les Milwaukee Bucks de 81-81, coachés bien par un sûr. certain... Oui, Je m'en souviens. coaché par un certain Don Nelson. Ok. Pionnier qu'on connaît bien. Ils avaient fini deuxième meilleur bilan de la ligue avec 60 victoires et s'étaient fait sortir en demi-finale de conf par les Sixers. La deuxième équipe, c'était le Jazz de 86-87, qui avait fini à 44 victoires et qui s'était fait sortir par les Warriors au premier tour. Donc c'était l'équipe de Stockton, Malone, et il y avait même Papa Curry qui était dans l'effectif. Le troisième, c'était le Magic de Doc Rivers, il me semble, de 2000-2001. 43-39, ça perd au premier tour de playoff contre les Bucks. Et il faut me trouver la quatrième équipe, c'était en 2017-2018. Spurs. Non, Rockets. c'était à l'Est. Ah, À l'Est Indiana. À l'Est. Ah, le Magic, peut-être, non? 2018. Bah non, 2018-2019, ils sont pourris le Magic. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent faire jouer 15 joueurs du Tu coup. dis à l'Est, c'était pourri aussi, Ouais. hein, à l'époque-là. Hein. Ah, dans le haut de l'Est. Ah, les Bucks Ouais, encore? du- Les Bulls? Non, Boston? Ouais, Boston, Non. je dirais. Non. Vous allez trouver à un moment donné, mais Les Knicks. parce que- Bah, Non, Mais toujours non, pas. on a Ouais. dit le top. Ah Les bah Cavs. oui, je suis con, à l'époque-là, c'était pourri. Non, toujours pas. C'est pas le Alors, 8 du coup, parce que c'est, c'est en bas. Le Raptors? Raptors. Voilà, c'était la dernière équipe avec au moins 11 joueurs qui jouaient 10 minutes ou plus de moyenne. Pour une fois qu'elle a pas triché. Je triche jamais, messieurs. Quand je parle basket, moi. Je t'ai toujours dit. Ils ont fini à 59 victoires et ils sont sweepés en demi-finale de conférence par... LeBron James. Le Bronto. Exactement. Voilà. Alors ça, surtout, ne lance pas de rire sur le sujet, il peut rester 4 heures comme ça. Ah bah, un petit fadeaway à une main là. Attention, hein. Pour un petit buzzer. Oh oui.
Donc voilà, en termes d'historique, en tout cas, si on continue là-dessus, on peut se rassurer en constatant que ces 4 équipes sont allées en play-off. Bah, je constate une fois de plus. Voilà. Bon, allez, maintenant on va passer à présent à des sujets un peu pêle-mêle, pardon, je vous lance, vous réagissez. Pour commencer, les Baby Dubs, on en pense quoi de leur début de saison? Ceux qu'on n'a pas C'est trop évoqués comme Moon, Mitigé. par exemple. c'est le moment du conseil de classe. Là. Décevant. Hein. Mathilde n'est pas là, fait chier. Ouais, mais il y a Thomas le père de famille, là. Il est à la réunion parents-prof, là. Coup de C'est gueule. ça, allez, hop, coup de gueule. Enfin, coup de gueule ou pas d'ailleurs. Oui. Si on commence par les avertissements, le petit Brandin. on en pense quoi du Pods? Ah bah, il est passé comme t'as dit, hein, du chouchou de la classe, premier rang, à... Là, il recule un peu, là. Hein. Ouais, je pense qu'il s'est laissé un petit peu aller là. Il était au premier rang et là il est contre le chauffage au fond de la classe là. Ouais, non, mais le pauvre, hein, moi je l'avais pressenti, je sais pas si vous vous en rappelez dans la preview, où j'avais dit que, bon, ce fameux débat sur les connecteurs, où je disais que Pod c'était plus son rôle, et que là il aurait moins ce rôle-là, parce qu'il aurait eu plus la balle en main et qu'il devrait être plus agressif, et que pour moi qu'il allait avoir du mal à faire ce rôle-là, parce que du coup c'est lui qui crée un peu les décalages, et bon, et malheureusement en plus pour lui il est en délicatesse avec son shoot à 3 points. Par contre, ses shoots mid-range, Martin pourrait nous en parler. Alors, attends, je vais passer la stat. Oui, je savais. Je savais que tu l'avais vu, c'est pour ça que je te lance dessus. Attends, j'ai vu une stat parce qu'on parle du 3 points. Mais Mister Podjemski, quand il shoot juste derrière la ligne à 3 points, donc la ligne à 3 points qui est à 7,25 m en NBA, le gars est à 36%. Quand il dépasse, il shoot au-delà de 7,30 m ou un truc comme 27 ça, pouces, il est ouais. à 27, il est à 26-27%. Oui, Donc, réduit la voilure, Pods. Voilà. Bon, après, je sais pas, ça veut rien dire vraiment ce stat parce que à 10 cm près, tu vas pas trop avoir de diff. Mais t'avais juste envie de parler de distance, de mètres, etc. Enfin, voilà, c'est ça. Et puis les mid-range rentrent, donc le shoot va revenir. Donc, Non, en vrai, Pods, ouais, ce qui lui a manqué, c'est le manque de confiance en début de saison qui a fortement, du coup, atteint son jeu. Compliqué quand même pour lui, ce début de saison. Je sais pas si c'est un manque de confiance pour Pods. Ouais, il regardait plus le cercle quand même. Parce que il était pas bon en finition. Faut pas oublier qu'au premier match de pré-saison, il se pète le nez. Après il joue avec un masque. Kylian Mbappé te dira que jouer avec un masque, c'est. Oui, bon, ça va. Ouais. Enfin bref, voilà. Donc il a joué avec un masque. Ensuite, il a chopé une espèce de virus dont on ne sait toujours pas ce que c'était, qu'il a vraiment bien affaibli. Ouais, même lui d'ailleurs. Donc ça l'avait bien affaibli. Et donc forcément, revenir au niveau quand tous tes coéquipiers, eux, sont déjà dans le bain depuis quelques matchs et tournent déjà à plein régime. Et plus de ça, les adversaires, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, excuse-moi Quentin, je finis. plus je pense la déclat de Kerr quand il dit qu'il veut qu'ils prennent entre 6 et 7 tirs à 3 points, je pense que lui il se dit, voilà, je pense que dans sa tête, ça part un peu en freestyle, quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, mais ensuite sur Pod, c'est pas tout blanc tout noir non plus, parce que le plus-minus, on y vient. Ouais, il a pris un coup sur la caboche, hein, le plus-minus. Oui, mais attends, tu vas comprendre mon raisonnement, mais en tout début de saison, il était en sortie de banc et le banc cartonnait à fond. Il avait ce rôle là-dessus aussi, mais en fait, il était cantonné à un peu un rôle de connecteur, meneur gestionnaire entre guillemets, et il prenait pas trop de shoot. Il y a eu la blessure de Melton et on l'a propulsé avec beaucoup plus de minutes. Et là, son manque de confiance au shooting, là, c'est très révélateur parce qu'on attendait plus de lui offensivement. Il y a de ça aussi, je pense. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que avec Melton, il partageait un peu la tâche, et même avec Buddy au final, enfin voilà. Et là, il est arrivé, il n'y a plus que lui, quoi. Donc forcément, tu as plus de responsabilités, lui était pas en confiance, effet boule de neige. Et là, paf des chocs à pic, quoi. Ah mais ça va arriver, ça va revenir, pote. De toute façon, on voit qu'il a le niveau, c'est juste qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. Il a des circonstances atténuantes et après, puis nouveau rôle à appréhender, etc. À les deux, c'est quand même pas évident. Et
Après, il fait quand même plein de choses, toutes ces petites choses quand même invisibles qui malgré tout sont hyper importantes. Comme disait Quentin, c'est pas blanc ou noir, il fait aussi beaucoup de bonnes choses, mais concrètement, c'est son pourcentage au shoot qu'il faut absolument qu'il remonte. Enfin, pour moi, c'est la base du redressement de son jeu. Il faut absolument qu'il remonte les pourcentages. Un autre avertissement, Thomas, à nous faire? Donc avertissement quand même. Peut mieux faire, Peut monsieur mieux faire. Brandin. On a très peu parlé de Moses Moody dans ce podcast. Ah, Et pourtant, Moses Moody. Bah là, pour le Et coup, pourtant. pour le coup, c'est avertissement à Steve Kerr là, pour Moses Moody. Ah, ah, moi je crois que c'est l'élève un peu incompris, pas compris par l'équipe d'école, quoi. Le génie incompris. Ouais. Non, mais bah, il a fait des bons passages. Il a un peu subi la blessure de Melton, lui aussi, mais dans pas le bon. On aurait pu se dire, ouais, bah, c'est lui qui va prendre des minutes. Bah non, du coup. Moi, je sais pas trop pourquoi, parce que je trouve qu'il avait fait un bon stretch en tant que titulaire avec quand Melton était absent au tout début. Je trouvais qu'il avait fait des matchs corrects. Alors c'était pas non plus flamboyant, mais c'était solide. Et puis là, Melton se blesse, c'est Lindy qui passe devant. Lindy qui fait pas des mauvais matchs, mais c'est pas non plus transcendant. Et pourtant, il était quand même cantonné à être 14e spot, il l'avait dit, hein, Steve Kerr hein, de l'Indy, hein, qu'il compterait pas Ouais, trop oui, sur lui ce début de mais saison, et finalement, avec, blessure de Melton, pouf, direct avec, le, titulaire. avec le Stevie, on sait jamais. Ah bah, Donc, et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que bah, il y a aussi un truc, c'est que Moody mettait ses shoots, et il en met un peu moins là. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ses minutes font du yo-yo? Peut-être, mais en tout cas, il met moins de shoots. Et donc, forcément, ça joue en sa défaveur, je pense, au niveau du coaching staff. C'est celui qui a le net rating le plus défavorable de l'équipe. Ouais, mais ça, c'est de la Et, merde, ça. ouais, et d'assez de loin quand même, tu vois. C'est -4, Oui, ensuite c'est Slomo qui a -1, quoi, tu vois. Donc, bon. ouais, Je trouve que. mais tu vois, si tu veux faire un parallèle entre Slomo et Moody, c'est les deux mecs qui ont les minutes qui fluctuent le plus. Et encore, on va dire, je dis un peu une bêtise parce qu'en vrai, comment dire, Slomo, c'est soit DNP ou soit il joue 10 minutes à peu près. Donc, bon. Je trouve que tu vois, si tu trouves un point commun entre les deux, c'est que leurs minutes voilà, fluctuent. Donc, et puis je trouve que le truc du plus-minus, euh, c'est. Ça dépend vraiment en fait en plus de quand tu joues, etc. Tu vois, tu joues 10, Moody joue 10 minutes, tu prends -4, enfin tu vois, sur 10 minutes, c'est pas de temps de jeu, ça veut dire que pendant 2 minutes il était sur le terrain, ils ont pris -4, il est ressorti, tu vois. Il est ressorti, il est revenu à la fin du troisième, l'équipe elle a +10, tu vois, c'est pas. Ou +15, et tu vois, c'est pas Oui, révélateur, je oui, trouve. je prends. Faut pas prendre pour argent comptant, mais Ça donne quand même un indice. voilà. Les autres sur Moody, c'est bon? Ou, Bah, on est encore au traditionnel 36%, hein. ah, voilà, bon. Et voilà. Le classique. Ça bouge pas. Très bien. Je pense que Kuminga, on a fait le tour. TJ, on en a un peu parlé. Il y a un peu moins de menaces verticales, Adrien, tu le disais, donc je pense, il y a qu'une solution, c'est faire revenir CP3. Ah ouais, bah il se régale, c'est bon, il est passé deuxième au assist leaderboard, donc là il est heureux. forcément, Merci Wemby. tu lui files une échelle de 2,30 m pour lui gober les ballons, c'est tout de suite plus facile pour lui. Hein. Et puis qui shoot aussi, donc ça aide Ouais. aussi. Hein. Qui joue de très loin aussi. Ouais, sur une jambe. Voilà. Bon, très bien. Prochain mini-sujet, on en parlait tout à l'heure, c'est la répartition des minutes de Steph. Il est récemment passé de 12-6, 12-6, sa rotation habituelle, à commencer et finir tous les cartons. Est-ce que c'est une bonne mise à jour? Moi je veux Martin là-dessus. Oui. Of course. Bien sûr que c'est un bon ajustement parce que c'est toujours des moments clés en fait, les débuts et fins de carton, hein, on le sait, hein, c'est un peu là où tu mets en place ton momentum quand tu finis un carton fort pour entamer la suite. Même les débuts de carton, après ça te donne un peu l'énergie pour entamer la suite du jeu. Donc et puis c'était souvent des périodes en plus où on était dans le dur. Des fois, on avait beau faire un bon carton, je pense même au troisième carton qui sont toujours assez bons en global, mais des fois la fin du troisième, bon,
pas toujours top et au final l'équipe revient, un peu de momentum. Puis, alors, en plus c'est l'exemple parfait puisque contre les Spurs, premier comeback qu'on encaisse, on est à plus 17, un truc comme ça, il reste 3-4 minutes. J'ai en tête le lay-up raté de Buddy Hield là, on aurait pu prendre plus 19 et après c'est la dégringolade pendant 3-4 minutes, Steph était sur le banc. Et après, ils sont revenus à 10 points. Momentum pour les Spurs, et après, on a explosé dans le 4e. Donc, c'est un peu des périodes difficiles à gérer. Alors que faire reposer Steph 3 minutes en milieu de carton, moi, je trouve que ça a un peu moins d'impact. Et tu m'avais envoyé quoi comme message? Tu m'as dit, ouais, on a copié les minutes sur qui déjà? Bah, Mister LBJ. Bonbon. hein. Eh oui, bonbon. Moi je vais pas, je l'ai un peu, enfin je l'ai demandé depuis un an qu'on fasse ça parce que je trouvais que effectivement on faisait des bons matchs mais qu'on avait des gros trous d'air en fin de troisième et début de quatrième. Et malgré qu'on joue plutôt bien, mais le problème c'est qu'on n'avait pas le momentum. C'est vrai que en NBA, je trouve que après dans le basket, je trouve que c'est tellement violent parce que c'est un sport d'adresse. Donc dès que tu as du momentum, tu as l'impression que les mecs ils shootent, tu sais que c'est dedans avant même que le mec prenne le tir. D'ailleurs, j'ai eu très peur au dernier match, c'était comment il s'appelle? Nickel Alexander Walker qui à un moment le type il met 8 points. Non, ouais, 8 points mais sur des shoots de très haut niveau. Je me suis dit, mais attends, on est où? Et le truc que Steph joue ces minutes-là importantes, je trouve que ça rassure. Déjà, ça rassure l'équipe. Et surtout, je trouve que ça bonifie les minutes après du banc. C'est-à-dire que quand c'est les role-players qui reprennent la suite quand Steph sort, je trouve que du coup, les mecs ils ont la niaque, quoi. Sont plus le momentum, etc. Voilà. Ouais, juste pour conclure là-dessus, ouais, moi je pense que ça paraît cohérent hein, tout ce que vous avez dit et puis a priori ça porte plutôt ses fruits. Moi je pense que clairement c'est Steph qui choisit, enfin c'était Steph qui choisissait ces moments en fait. Il y a une histoire de rythme là-dedans aussi, une histoire de cardio, de fatigue au niveau des jambes. Si jusqu'à présent, il était plus à l'aise en enchaînant les minutes, je pense que c'est pour ça que le staff le laissait là-dessus. Si maintenant on estime que, oui, effectivement, en coupant avec la coupure entre les cartons, il arrive à récupérer un petit peu plus facilement. Et si lui est OK avec ça. Après, il joue le même nombre de minutes au final. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, Mais je me dis, après, il y a un moment donné, tu vois, pour des shooters comme lui, c'est une histoire de rythme aussi. Il y en a qui ont besoin de rester sur des longs laps de temps sur le terrain. Il y en a qui ont besoin justement d'avoir la Un gros coupure reset, entre les ouais. cartons pour Ouais. pouvoir refaire baisser un petit peu le cardio. Que là, il joue quand même. Peut-être qu'on a une période maintenant où il a besoin de ça. Parce qu'avant, il jouait quand même donc- pendant 6-7 minutes, il jouait pas. Hein. Vu qu'il rentrait à la 8ème minute du 4ème quart-temps, et il sortait souvent à la Il sortait à 4. Ouais, Sur le début 4. de saison, c'était Ouais. ça. Là. Début de saison, c'était ça. Surtout au bout de 4-3, il revenait à 8. C'est énorme, je trouve, C'est pour long. moi. Ouais, c'est long. Hein. Et ça correspond peut-être, du coup, au fait de combler les trous noirs qu'on a pendant de longues minutes aussi, Ouais. qui Ah, nous ont coûté 2-3 bah oui. matchs. et Où il y a des surtout, longues c'est périodes que. avec 0 Des panier. périodes je crois on était leader au nombre de périodes de 5 minutes ou plus sans marquer. Je crois on était là on doit être à une dizaine presque et Et c'est le plus de il y a la eu ligue. un ajustement autre que celui-là. Bon, c'est très récemment, c'est depuis 2 matchs. Martin, je l'avais pas vu au début, mais Martin m'en a parlé. C'était que. Bon, là, il y avait pas Wiggins, mais que lorsque Steph n'est pas sur le Ah oui. terrain, qu'il y ait JK Wiggins sur le ou terrain JK, ouais. ou sur le terrain Bah, pour avoir au moins un scoreur efficient, quoi. ça m'avait sauté aux yeux là sur la première défaite contre les Wolves là parce que il y a un stretch c'est je crois que c'est la fin du troisième quart-temps. Vers le milieu du troisième quart-temps, déjà au tout début du troisième quart-temps, il y a Wiggins qui se blesse à la cheville, qui sort. Après, on a Steph qui sort, on a JK qui sort au milieu de quart-temps, et Steph sort à son traditionnel 3-4 minutes. Et là, après la fin de quart-temps, alors je crois qu'il y avait Slow-Mo, il y avait Gary, il y avait Kevon, enfin, Buddy et Pods, oui. c'était chaud là, offensivement là, j'ai pas compris.
je pense que c'est mieux de toujours avoir soit Steph, soit JK sur le terrain, et s'il y a Wiggins, ben voilà, un des trois, pour toujours avoir une vraie arme offensive, quoi. Et ça a été fait sur le match d'après, quoi. Très bien. On va enchaîner sur l'actualité un peu plus chaude parce que c'est sorti aujourd'hui. On a appris, via Shams Charania que les Warriors sont en contact avec plusieurs équipes, dans le cadre de trades. Alors, tout d'abord, Mike Dunleavy, Jr. regarderait de près le roster des Nets, et notamment, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, pardon, et Dennis Schroeder. C'est dur à dire ça, hein. Ouais, l'enchaînement. Et Shams nous apprend aussi que Jimmy Butler a fait sa liste de Noël. Il y aurait 3 équipes dans sa ligne de mire, donc les Houston Rockets, J'aime bien les ça. Dallas Mavericks et les Warriors. Alors, comment on prend ces rumeurs? C'est sérieux? C'est faisable? C'est bénéfique pour nous? Alors, Jimmy Butler, j'aime bien. Même j'adore beaucoup. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais je pense que c'est plus du rêve que de la réalité quand on voit le petit contrat de Porcinet qu'il se tape, hein. Faut dire il se fait plaisir au niveau des millions de. Hein, il a un bon petit bag, on va dire. Donc je pense que si on doit prendre Jimmy Butler, il faudrait envoyer un beau Ah bah il y a paquet de. d'attentes qui y passent, hein. Ah, ouais, je pense qu'il y a ma tante, Bah, tout, tu ma mère, pètes tout. presque Ouais. la moitié de l'équipe. Ah oui, donc je trouve que c'est pas rentable pour un mec qui, en plus de ça, a une player option la saison prochaine. Ouais, il a dit qu'il la prendrait pas. En plus de ça, ouah, c'est un mec, on va pas se mentir, quand fait pas une en saison régulière et qu'attend les playoffs, quoi. Donc je trouve que le risque est quand même assez élevé. Après, ça peut changer s'il se retrouve dans un environnement, favorable où, je vais dire, il joue le titre. Mais c'est vrai qu'après, c'est un joueur qui est sujet aux blessures, etc. Est-ce que le fit, il est parfait pour que tu rajoutes un mec non-shooter, parce qu'il en prend que 2 par match à 3 points. Donc la line-up avec Draymond. Si tu mets en plus de ça un pivot, que ce soit Kevin ou Trace, sur le papier, ça peut toujours être c'est un peu un fantasme, mais je pense que dans la réalité, je sais pas si ça vaut le coup, quoi, vraiment de le faire. Et puis après, il y a tout le problème du first apron, d'ajuster les salaires, d'ajuster les spots qui vont être libres. Oh, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Et puis déjà, tu es obligé de lâcher Wiggins. Donc, est-ce que vous êtes prêt à lâcher Wiggins Non, pas ce pour Wiggins-là avec un ce Butler à contrat-là. 48 Non, non. millions en fin de contrat? C'est le contrat en fait de Wiggins qui est avantageux parce que Jimmy Butler peut défendre pareil que Oui, Wiggins, je ah oui. pense. Ah bah t'enlèves 20 Maintenant, millions à Butler, offensivement, c'est je pas la pense même. je pense que Jimmy Butler est peut-être un poil meilleur offensivement, vraiment quand il s'y met. Mais par contre, t'en as un qui est à même pas 30 millions et l'autre qui dépassera les 50 millions l'année prochaine s'il prend ce player option. Même si, voilà. Ouais, c'est ce qu'on voit dans la capture d'écran d'un compte que je vous invite à suivre, stephcurry.fr, Ouais. sur Twitter. On, Ouais, on rigole très bien sur ce 48 compte. millions. 48 millions cette saison. Ouais. Il faut envoyer, hein, Ah, pour le faut. Ah récupérer. mais oui, enfin, Et il y c'est a pas faisable. il y a notre Martin qui nous a fait un très beau joli post, je peux le mettre. Ouais, mais non, mais j'ai fait un pavé, gros. Tu vas pas mettre le pavé. D'ailleurs, faut que je le trouve parce qu'il est où ton pavé? Ah, il est là. Sur le hardcap, bon, ça on s'en Ah, il fiche. est intéressant son pavé pour la compréhension et la complexité à monter Voilà, un il est trade. là. Oh là là, tu vas faire lire le pavé à tout le monde. Oui, Eh on n'a peut-être oui! pas le temps, mais en Non, on gros, n'a la pas le temps, mais situation Oui, si tu veux sortir les infos non, mais voilà, c'est principales. qu'en gros, on est très serré au niveau du. Tu l'expliques très bien et il faut que les gens aillent voir ton compte parce que tu l'expliques bien. C'est que, en gros, on n'a pas de gros salaire, on n'a pas de contrat toxique, entre guillemets, donc avec genre 40 millions ou 30 millions, qui nous permettrait de faire des trades avec des joueurs type Jimmy Butler, parce qu'on a le first apron, donc il nous reste, on ne peut pas dépasser l'argent qu'on envoie ne peut pas être inférieur à ce que on reçoit. C'est-à-dire que si on on reçoit a un joueur 500 qui a, 000 de marge. voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on reçoit 43 millions, il faut qu'on envoie 43 millions pile poil pas un centime de moins. Donc voilà. Tu parles aussi de Moody qui où on se dit bah tiens l'année prochaine il a 12 millions. Mais sauf que pour les équipes, ok il faut qu'il compte 12 millions, mais pour nous
c'est que son contrat actuel qui est à 6, à 5,8. Hmm. Donc c'est-à-dire que nous, c'est moins 5,8 qui est noté. Donc c'est pas une si bonne option, enfin pas un gros nom pour trade. Bah, faut le faire avec ce Moody, par exemple, tu le fais avec des équipes qui ont plus de cap space, qui peuvent se permettre de récupérer plus de salaire, quoi. Et tu nous indiques aussi que les first pick, il y en a 2 qui sont protégés, donc c'est celui de 2030 et semi-protégé par Washington. Ouais. Et il y a le. Bah, l'histoire, c'est qu'on peut en trader que deux first non protégés parce que t'as la Stepien Rule, du coup, qui fait Ouais, qu'on peut pas exactement. envoyer 2 first pick de suite. Et du coup, comme il y a ce 2030 qui est protégé, et ben ça fout un peu tout le boxon. Donc on peut en envoyer que 2 non protégés. Donc autant les garder, ces pics non protégés, pour faire un gros trade que pour faire un petit trade marginal. Alors Butler, c'est un gros trade, mais voilà, on en parlera peut-être des trades des Nets aussi là. Mais... Ouais, est-ce qu'on peut enchaîner sur les Nats où il y a 3 joueurs qui semblent intéresser McDonough? Donc Dorian Finney-Smith, Exactement, Cam c'est là. Johnson et Ah non, là c'est C'est le petit Brandon, ça. et le Dennis Schroeder. Brandon. Ah, il est là. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous intéressent là-dedans? Bah, en vrai, Cam Johnson. non, les 3 joueurs sont intéressants individuellement, mais les 3 ensemble, bon, avoir les 3 ensemble, je vois pas Non, l'intérêt. mais déjà, c'est impossible. C'est le même problème. C'est Voilà. trop de salaire. Exactement. Mais individuellement, Bon, Dorian Finney-Smith, je trouve qu'il apporterait rien réellement. Bah, de la défense un peu. Même si on en a Oui, déjà. mais Mais... t'as déjà Slow-Mo. Enfin, en fait, tu changerais un peu de style parce que Dorian Ouais, c'est un Finney-Smith, 3&D pur. voilà, il peut shooter un peu plus, exactement. Mais ça change rien dans le fond. Dennis Schroeder, ce serait le deuxième ball handler qui pourrait aider Pods, voire Steph. Alors, est-ce qu'il plaît au coaching staff, etc. Après, Dennis Schroeder, c'est quand même pour un mec du banc, c'est quand même du top scoring tier. en sortie de banc, quoi. Ah oui. Mais t'as déjà Buddy Hill, quoi. Mais donc, en fait, moi, la question que je me pose avec Schroeder et qui fait que finalement je suis pas trop emballé, c'est tu vas l'associer avec Steph. Comment tu l'associes avec Steph? Parce que est-ce que ça marche vraiment? Schroeder, c'est 1m83, Ah non, je pense. 85. Mais Non, c'est profil 6e homme. Ouais, non, pour mais moi, voilà, c'est. c'est 6e homme, mais c'est un 6e homme à quoi? À 20 minutes maximum. Ouais, Donc, et pour moi, vu c'est la genre cote de juste Schroeder, va falloir lâcher un petit peu. Pour Donc, moi, est-ce que Schroeder, tu lâches pas mal pour. Enfin, déjà quelques assets pour un mec qui, au final, va pas jouer plus de 20 minutes parce que, Ah, je suis d'accord avec toi. tu vois, c'est un peu ça la jauge, quoi. Et Cam Johnson, il est quand même à 23-24 millions, je crois. 23. Je dis pas de bêtises. Et bon, ces dernières années, moi, je le trouve pas. Je le trouve pas folichon. C'est un gros shooter, etc. Mais 25 millions pour un mec qui fait que shooter. Disons qu'il progresse plus trop, et après, est-ce que du coup il prendrait pas la place dans le roster actuel de certaines autres personnes? Après, Il est sur un poste où il y a déjà du monde, quoi. Après, tu vois, il permet clairement, tu le mets Cam Johnson en poste 2 et tu peux faire jouer à côté Wiggins et Ouais, Kuminga et Dre, tu vois. ouais, Là, tu peux faire clairement jouer. Mais bon, bah, c'est quand même 22 millions et je c'est pense ça. qu'ils demanderont qu'un petit Ouais, quelque ils veulent chose. un first au moins, un ou deux firsts. Ils en Voilà. ont eu 5 pour Michael Bridges. Et puis le dernier qui est Oh sorti, là. c'est lui, Ah, j'ai pas Ah. vu ça. Michael. Ah, ça, c'est c'est vraiment pour bien. Martin, c'est Ça, c'est le vraiment chou- bien, ça. C'est pour c'est Martin, le ça. chou- Ça, c'est le ma chouchou de carte Martin. spéciale, Voilà. ça. Oui, mais ça nous concerne pas nous, c'est pour ça. Non, C'est pas forcément. Non, on n'est mais pas dans les rumeurs pour l'instant Oui, autour voilà. de lui. voilà. D'accord, très bien. Bon, en gros, pour l'instant, les trades qui sont proposés récemment, on n'est pas trop à fond dessus. Voilà, faut pas trade pour trade, quoi. Faut que c'est une vraie plus-value. Ouais. Ouais. Et moi, j'en ai un dernier. Non, c'est bon, avec ton Bah, fan de Bedozo, là, Vucevic, c'est bon. À Ah un moment oui. donné, Un On mec en a qui déjà parlé Un mec dans qui shoot l'émission. à t'inquiète. 65% au tir Réel. au true shooting, mon petit Mais il cœur. va arriver au Warriors, il va shooter à 20%, tu sais, tu connais l'histoire en plus, Oui. c'est Ah oui, toujours par pareil. contre, ça, on la connaît. C'est toujours pareil chez nous, de toute façon. On aura un Il est en épisode d'ici la régime, fin le de l'année salaud. sur les vœux pour les Warriors ou les cadeaux de Noël, tu le mettras dedans, t'inquiète pas. Oui. Enfin, on va terminer l'émission sur le point NBA Cup, parce qu'à l'heure où on enregistre, les Warriors sont aux portes du dernier carré et du trip à Vegas. Alors, je voulais d'abord savoir votre pronostic contre les Rockets qui arrivent la nuit prochaine. Est-ce qu'on va poursuivre la série de 15 victoires contre nos victimes favorites et s'envoler au paradis des casinos?
Et ensuite, vite fait derrière, est-ce qu'une victoire en NBA Cup, ça pourrait avoir un petit impact sur notre saison, lancer un momentum ou prolonger Alors, pronostic. Et, bah, Allez, Basmati Dubs. Le spécialiste du prono, là. moi, je me dis, toute série a une fin, ce qui est voilà. Oh, Mais merci. Mais je me dis, comme on est les Warriors et que on aime bien ne pas faire comme les autres, je me dis que la série peut se terminer sur un match qui est important, parce que voilà, on a battu 15 fois les Houston Rockets, mais c'était sur des matchs de saison régulière qui n'avaient pas ou peu d'importance. Là, comme c'est un match assez important, je me dis voilà, ça serait quand même bien vu de la part des Rockets de finir la série de défaite contre nous sur ce match. Maintenant, je me dis, comme c'est un match important et que voilà, on a quand même des joueurs expérimentés, des joueurs qui en plus de ça ont tout gagné sauf cette petite NBA Cup mignonnette. Je me dis voilà, pourquoi pas. Donc du coup, ton prono? Eh bah, mon cœur me dit qu'on gagne, mais mon niveau mon niveau de basket me dit que ça va être compliqué quoi. Bah du coup, tu nous fais toujours une réponse de Normand, tu te mouilles pas là. Ouais, moi je suis la Suisse là-dessus là, je dis rien. Oh là 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 là. Bon, Thomas, on passe ou pas? En tout cas, à Vegas. Ouais, pour moi ça passe. Moi je pronostique que ça passe, parce qu'on a déjà montré qu'on avait les armes pour passer. Alors, après, voilà, Attendez, ça reste. on pronostique la totalité ou... Non, là, le Rockets, puis après, Ro- je pense qu'il est Non, bah dites votre pronostic final si ça passe. Ouais, Ah, désolé, Thomas, vas-y. Ah ouais, non, moi j'étais sur le pronostic Rockets. Pour moi, les Rockets ça passe. Après, ça sera peut-être plus compliqué. Mais pour la réponse pour ta deuxième question, je suis pas certain que gagner ou pas cette NBA Cup ça aurait un incident sur la saison, quoi. Non, mais au moins tu pourras dire que si voilà, tu vas pas en playoff, au moins. les Lakers l'année dernière, Voilà. ils ont carburé après la NBA Cup. Ouais, mais au final, à la fin de saison, je pense le titre de Non, NBA Cup, tout le monde l'avait oublié. Hein. Ah bah bien sûr. Ça a pu marcher pour les Pacers, par contre, aller en finale, et ils ont trouvé... Ouais. Ok. Martin, pronostic contre les Rockets, et si ça va plus loin, on s'arrête. Bah, pronostic, ça va pas plus loin, ça s'arrête au quart. Ouais, je suis désolé, d'habitude, des fois, je suis un peu optimiste. Et Mais après, je sais pas, là, on dit que c'est moi le pessimiste, non, mais attends. bah, mais je sais pas, là, je la sens venir, la fin Bah. de série, ça... on la repousse. Mais si ça gagne, On a déjà Martin, eu chaud, comeback, ça s'est fini en OT la dernière fois qu'on est allé chez eux. Et tu peux te dire que la série contre les Nuggets, on l'a toujours pas finie, nous. Oh, hein. bah, Donc, celle-ci, elle est pas prête de s'arrêter avec le gros joker, là. Non mais moi j'ai une question. C'est la 16e victoire si on... Vas-y. Oui. Ouais. Ouais, la Donc on 16e. gagne. Parce que c'est un de mes chiffres préférés, favoris. Le 16? C'est la bonne étoile pour vous. Ah oui, d'accord. Bon, bah... C'est par ce qu'il contre, faut comme victoire en playoff. Et normalement, ouais, exactement. Donc, bon, voilà. Mais par contre, la finale, je suis moins serein parce que les... Ouais, il y a Bah, du monde, hein. Après... parce que déjà, faut passer le Thunder et, Ah, et les d'accord. Mavs, et là, déjà... un petit clay game à Vegas, pas mal. Ouais. Moi, je suis un peu sur scénario. On prend Houston, et par contre, on se fait sortir par Dallas à Vegas en demi-finale. Et... Oh non, le dagger de Clay dans le corner. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs, de pour petit l'émission. Washington. Si peut-être, si on est en finale, on pourrait peut-être faire un live Twitch la veille. Oh, bah, on peut tout faire. Bah oui, Ça peut être intéressant. On fera un peu d'actu, même je pense en sortie de NBA Cup, je pense qu'on fera un petit... Ah bah si on est champion, vous me voyez dans Voilà. ma rue en live Twitch à On poil. fait péter le champagne, on fait péter le champagne en live. Voilà. Très bien. Bon, il est l'heure de conclure cet épisode de Splash Pod. Merci à vous 4 de m'avoir accompagné, à toute l'équipe qui est derrière, hein, notamment Loïc qui nous régale toujours avec le cover, et les autres intervenants, Mathilde et Loïc notamment. On n'oublie pas Nico, même s'il fait plus les montages, on le salue quand même. C'est qui FR. C'est qui Domination. Bon, voilà. On se retrouve bientôt, donc peut-être sur Twitch pour la finale de la NBA Cup, ou même avant, si on se fait sortir. Ça peut être un rendez-vous intéressant. Et pour le podcast, vous aurez 2 épisodes ce mois-ci, puisqu'on fera un épisode spécial cadeau de Noël ou vœux de la nouvelle année pour les Warriors. On ne sait pas encore. On vous redira tout ça sur les réseaux. Et je précise, les cadeaux de Noël, c'est ce qu'on voudrait. On ne va pas vous offrir des choses. Hein. Il n'y a pas de sponsor encore. Hein. Non, mais après, les auditeurs peuvent écrire aussi leur petit souhait pour les Warriors. Après, ils Oui, peuvent nous oui, offrir des ça- cadeaux aussi. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein.
De toute façon, on va vous redire tout ça sur nos réseaux. D'ailleurs, Splashpod est sur Blue Sky si vous voulez migrer de Twitter, voilà, par X. Et puis, je profite aussi avec Martin, on devrait faire un ou deux Ah oui. space peut-être. Il avait déjà oublié celui-là, tu vois. C'est bien beau de faire des trucs, il a déjà oublié. Il est tellement sur tous les fonds qu'il oublie tout. Sérieux, il faut lui mettre des post-it à celui-là quand même. Mais voilà, je pense Oui, que les space sur Sachant X. qu'il voilà, y en les a un spaces. qui a sauté parce que j'ai oublié. Hein, C'est passé. Bon. Très bien. C'était un plaisir pour moi, les gars. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Night night. À la Ouais. draine. Night night. Allez, Allez, bonne ciao. soirée tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.